Salut tout le monde, bienvenue sur 1000%. Aujourd'hui, on va parler entraînement de force avec Max. On a le plaisir de te recevoir. Salut Hello Max. Bastien, hello Pierre, merci les gars. Salut. Et on est accompagné de Pierre de 1000%. Ça va, t'es en forme aussi? Ouais, ouais, parfait. Il a l'air chaud. Content de recevoir Max. Bon, c'est cool. Bon, bah, trop bien. Du coup, on va parler aujourd'hui entraînement de force. On avait pu faire un épisode, Max, avec Romain Guérin qui s'occupe du rugby à Nice et on avait détaillé un petit peu les bases de l'entraînement de force, un Ouais. peu les principes de base. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu les profils un petit peu plus avancés, voir comment on continue à créer de l'adaptation, comment on vient mettre de la variabilité. J'ai vu que c'était un sujet important pour toi. Donc, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours, tes formations et puis ta position professionnelle. Bon, mais super, trop bonne présentation. Du coup, je m'appelle Max Altenhoven. À ce jour, j'ai 29 ans et je suis préparateur physique dans le sport professionnel depuis 10 ans, donc depuis mes 19 ans, commencé très tôt. J'ai eu un cursus, on va dire, académique plutôt classique en soi, avec, tu sais, licence STAPS et master STAPS, mais on va dire plutôt différent ou un peu excentrique dans le sens où, durant mes études, j'ai fait pas mal de voyages professionnels et j'ai eu des contrats dans les clubs pro assez tôt, donc dès ma L1 et L2. Euh, Pourquoi? Ouais. Parce que je savais déjà que je voulais faire préparateur physique quand j'étais sportif de haut niveau plus jeune et en centre de formation au football. Je savais qu'il me manquait beaucoup de bagages physiques à cette époque parce que je suis un petit gabarit, tu sais, donc athlétique, endurant, explosif et rapide, ok, mais ça suffisait pas. Il manquait vraiment de la puissance, de la force et être plus dur à l'impact. Du coup, j'avais commencé à m'intéresser déjà à ce qu'on faisait en club, nous, en centre de formation, mais de mon côté. Et puis après, quand je suis arrivé en STAPS, ça a été un enchaînement logique et une suite logique. J'ai pu rapidement relier les points. Donc c'est venu de là. Et après, en tant que préparateur physique, du coup, comme je vous l'ai dit, j'exerce depuis mes 19 ans jusqu'à mes 29 là, à ce jour et toujours été dans les sports collectifs. Football, rugby, handball. Donc, ouais, voilà en gros. Ouais, super. Et tes expériences à l'étranger, alors tu peux nous parler un petit peu, qu'est-ce que tu as fait des stages en... Ouais. Donc, le, le cursus universitaire traditionnel en France ne me correspondait pas trop, je trouve. Et je me suis dit, il fallait que j'aille chercher ailleurs. Donc, forcément, il y a la pratique personnelle, il y a l'autodidaxie avec la lecture de livres, d'ouvrages, des rencontres. Mais je pense que les voyages professionnels, en mettant tes économies, tu sais, quand tu es étudiant dedans, t'as pas beaucoup d'argent. En mettant mes économies pour partir en Pologne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, pour aller échanger avec des coachs, des staffs, des clubs, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir, de grandir, de voir autre chose, d'autres cultures, d'autres méthodologies d'entraînement. Et c'est ça, je pense, qui a largement fait la différence dans ma clarté d'esprit, dans mon ouverture d'esprit et surtout dans l'organisation de mes compétences et connaissances rapidement, tu vois, à 19, 20, 21 ans. Donc voilà, c'est une chance que j'ai pu faire ça et du coup c'est aussi là-bas que j'ai pu passer des diplômes étrangers, tu vois, comme Exos, Athlète Performance, les Ok. FMS, SFMA, GMC, FRC, enfin tout ce qu'on connaît avec des lettres quoi. Des fois, moi, j'ai cette problématique quand tu apprends plein de méthodologies différentes et que tu es jeune, Ouais. tu as eu besoin quand même d'avoir des sessions où tu mettais en pratique, tu vois, la méthodologie que t'as vu en Pologne, tu t'es dit là pendant 3 mois, je fais que ça. Comment est-ce que tu as organisé un peu cet assemblage de connaissances, tu vois? En fait, je pense que c'est un concours de circonstances où le fait d'avoir lu pas mal de livres sur les méthodologies anglo-saxons de l'Est et bulgares, bref, ou peu importe, tu vois, de quel pays, enfin de n'importe quel pays dont on parle, d'avoir lu ça dès mes premières années de STAPS ou même avant de rentrer en STAPS, ça m'a permis déjà, tu vois, de clarifier, d'organiser toutes mes idées et déjà d'avoir un bagage technique avant de commencer STAPS. Et une fois que j'ai pu voyager, je me suis dit, ah, mais tiens, ça, j'ai vu ça là, j'ai vu ça là, ok, ça me parle, ça me parle pas. Là, je peux utiliser ça comme ça, tu vois. Et c'était déjà plutôt clair. Mais c'est vrai que si j'ai pas eu la conscience de faire cette démarche au préalable, je pense que je me serais un peu perdu, tu sais, comme ça arrive à plein de monde, hein. Et même encore, ça m'arrive aussi, hein, de vouloir faire tellement de formations, de se former, d'échanges, de conférences, de trucs, que tu accumules tellement de connaissances et t'as pas le temps de les ingérer ni de les digérer et après, c'est le bordel, quoi. Et au final, d'apprendre autant de concepts, tu as créé ton propre concept. Je suppose que tu prends deux, trois trucs à chaque fois. Euh, quel est quelle est ta vision globale de la préparation physique?
Ouais, c'est une superbe question. Plus j'avance en fait, et plus mon objectif c'est de créer mon propre ADN et ma propre signature en fait. Et en échangeant avec pas mal de prépa physique à Wellington, au Canada, en NBA à Philadelphie et tout, j'ai vu que les head performance ou les mecs qui avaient déjà 50, 60 ans, ils avaient vraiment leur propre courant de pensée et croyances, tu vois, et leur propre méthodologie, philosophie, si tu veux, sur la préparation physique et l'entraînement. Et je me suis dit, ce serait bien d'arriver à ça un jour dans ma vie, dans ma carrière. Et donc, vu que je suis fan de sport et que je pratique beaucoup sur moi-même, je me suis vite mis dans une démarche de vouloir créer mon propre système, tu vois. Donc forcément, j'ai rien inventé en soi, mais de prendre une ou deux méthodes là, un concept à droite à gauche, euh, de prendre quelques chapitres de livres ou de paramètres, tu vois, et d'essayer après de relier, de faire les points et de voir qu'est-ce qui concorde ou pas ensemble. Mais je pense que ouais, j'arrive clairement aujourd'hui, après 10 bonnes années de carrière dans le sport de haut niveau, à avoir une méthode qui s'affine, à avoir des courants de pensée, des programmes et des courants de pensée qui s'affirment et qui s'affinent quoi, avec le temps. Et les trois courants de pensée qui t'ont le plus influencé, ou enfin qui t'influencent le plus à ce jour, si on doit Ouais, à retrouver ce les jour, ingrédients un peu de ce que tu fais, oui. ouais, enfin, trois intensités, trois à proprement parler avec une définition, je saurais pas forcément, mais si tu veux, c'est plutôt des courants de l'Est. En fait, je fonctionne beaucoup avec des méthodologies ondulatoires et polarisées, que ce soit dans le travail de musculation, dans le travail énergétique, conditioning sur terrain, dans le travail spécifique avec les joueurs, ou même dans la rététisation, avec les liens avec les kinés. Et je travaille beaucoup avec des méthodologies plutôt comme ça que des méthodologies traditionnelles, linéaires, par bloc, de l'Est. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que je me suis spécialisé dans les sports co. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui m'écrivent sur les réseaux et qui sont de sport individuel, tu vois, comme boxe, MMA, trail, ce qu'on veut, je suis pas du tout compétent, tu vois, pour ces pratiques-là. Et ok, j'ai des notions des compétences, mais je veux dire, par rapport à ce que je suis en sport collectif, ça n'a rien à voir. Du coup, je préfère redéléguer, rediriger les personnes qui me demandent vers des personnes plus compétentes que moi dans ces domaines-là, quoi. Donc ouais, les courants de pensée, c'est très très spécifique au sport collectif, aux relations humaines et sociales et le management dans les groupes sportifs où c'est pluridisciplinaire et où c'est interindividuel quoi. Et surtout des courants de pensée venant des pays anglo-saxons, clairement. Et quels seraient du coup ton top 5 de ton concept à toi dans le développement athlétique de tes joueurs? Ouais, des espèces de clés, tu veux dire, ou Ouais, des les règles, fondamentaux. ouais. Ouais, il y en a tellement, mais après il y en a pas une. Enfin, il y en a pas une qui est forcément plus importante que l'autre ou quoi. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais te dire comme ça? Je pense que quand on va aborder les programmes ou la méthodologie, la programmation à proprement parler, je pourrais te donner des exemples plus précis, mais en gros, je dis une bêtise, mais tu vois, je fais uniquement et quasiment que du travail de chaîne postérieure et de tirage loin des matchs. Et très proche des matchs, à J-1 ou J-2, beaucoup de travail de restitution, de répulsion et de poussée. En gros, stockage, emmagasinement, tu vois. Et je pense que on parle de pliométrie et de système neuromusculaire, mais d'un point de vue musculaire et même nerveux, le corps, il agit, je pense, également pareil. Le fait d'accumuler très loin du match de la charge, du volume d'entraînement, du tonnage ou ce qu'on veut, permet après de mieux restituer et de répondre plus spécifiquement à la pratique. Tu vois, faire du bench press loin du match, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, en faire la veille ou l'avant-veille avec plein de méthodologies différentes, ça se rapproche du stimuli que tu vas avoir en match, notamment dans le handball, avec des impacts, des duels, de la poussée et de la défense, tu vois, ou du shoot. Donc, tu Et vois, c'est vrai c'est des concepts comme ça. en t'écoutant, Max, du coup, tu parlais de ça, de stockage et de restitution. Et ça m'a vraiment interpellé. Tu l'as dit plusieurs fois dans les interviews. Et qu'est-ce que tu vois dans ça? Tu vois du coup une charge d'entraînement ou tu vois aussi le système facial qui pourrait emmagasiner un petit peu de l'énergie? Tu parles d'énergie cinétique emmagasinée en tirage. Comment tu vois tout ça? Ouais, exactement. C'est toutes les structures. Tu parlais de fascia et on sait que les fascias aujourd'hui, ils sont responsables de la contraction musculaire à, je sais pas, 20, 25% ou 30% même, tu vois, du muscle. Donc toutes les structures, en fait, ligamentaires, articulaires, tendineuses, neuromusculaires, elles permettent d'accumuler loin des matchs, entre guillemets, et puis de restituer proche des matchs. Et en plus, c'est aussi un travail de prévention de blessures, de travailler surtout en chaîne postérieure, loin du match, de travailler sur des tirages, de travailler sur les muscles que tu vois pas dans le miroir, quoi. De travailler loin du match, c'est aussi préventif. Et on remarque souvent que toutes les douleurs qui arrivent au genou, à l'avant de l'épaule,
Au niveau de la cheville, tout ça, ce sont toutes sur des plans antérieurs, tu vois. Et parce que souvent, la carapace ou la chaîne postérieure et ce que tu vois pas dans le miroir, c'est souvent pas assez prêt. Enfin, souvent pas assez préparé, quoi. Donc, il y a plein de principes, plein de concepts comme ça, mais ouais. D'accord. Et entraîner cette chaîne postérieure à distance des matchs, c'est pour éviter d'accumuler trop de fatigue le moment où tu vas créer de l'intensité? Ouais, en fait, si tu veux euh, faire du, je te prends l'exemple en musculation, tu vois, par exemple, Mhm. faire du hip thrust ou du soulevé de terre ou des mouvements en hanche ou du RDL ou ce qu'on veut, proche du match, si c'est pas bien quantifié, si c'est pas en amplitude partielle, tu risques d'avoir des dommages collatéraux, tu vois, ou des effets cumulés, différés qui sont pas ouf. Par contre, si tu arrives à te faire un bon trap bar deadlift, un bon soulevé de terre loin du match, lourd, ou du RDL ou du kettle swing lourd, enfin ce que tu veux, et proche du match de mettre des mouvements en genoux, tu vois, ça peut être du step-up, du squat concentrique, du Zercher squat, bref, toutes les variantes en genoux que tu connais. Ben, si c'est bien quantifié, bien entendu, ça aura un impact plus positif. Pourquoi? Parce que il y a la mémoire neuromusculaire et musculaire, tu vois. Et quand tu as 24-48 heures, ton corps, il se rappelle que tu as bossé en speed squat, en step-up, en squat, etc., proche du match, proche des compètes. Et du coup, ton athlète, il se sent aussi plus rassuré, plus préparé au niveau du genou, au niveau des douleurs. Et c'est un peu pareil pour toutes les parties du corps, quoi. Donc, c'est un concept, mais après, ça va dans toutes les méthodologies ondulatoires et polarisées, ça marche souvent comme ça. C'est des systèmes par couche, quoi. Et est-ce que tu définis du coup la chaîne postérieure comme un ensemble du crâne jusqu'aux orteils ou est-ce que tu définis une chaîne postérieure, membre inf et membre supérieur? Tu vois, de mon expérience, il y a quand même des effets quand tu travailles la chaîne postérieure, membre inf. Tu as des courbatures derrière quand tu as bien fait ton deadlift, quand tu travailles Ouais. les membres inf en chaîne post. Mais par contre, j'ai pas ce ressenti sur le haut du corps, tu vois. Tout le travail de tirage, de dos. J'ai pas la même impression post-entraînement. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, j'ai pas entendu la fin de ta question, juste quand tu parlais du dos et du Ouais, tirage. du dos, bah du coup, j'ai pas les mêmes sensations de courbature que je peux avoir quand je travaille ma chaîne post Ouais, membre inférieur. bien sûr. Après, tu vois, dans le hand ou dans le rugby, si tu fais beaucoup de tirages haut d'arraché ou de snatch ou de power clean ou quoi, très proche du match, tu es sûr que les mecs ils vont avoir des grosses courbatures trapèze sup et au niveau de l'avant de l'épaule. Et ça, au niveau du confort, au niveau de la passe au rugby, au niveau du shoot au handball, c'est pas le top, tu vois, veille de match. C'est pour ça que Hmm. je dis une connerie, mais si on parle de tirage, c'est vrai que les tirages, nous, moi, je les préfère loin du match et proche du match plutôt du travail si on reste sur l'haltéro, de push press, de back split jerk, d'épaulé, mais des parts des hanches ou des parts suspension haute, tu vois, et quelque chose qui, qui permet de bosser la RFD, mais pas d'emmagasiner de fatigue ou de courbature, tu vois. Ok. Je vous C'est des propose micro détails, hein, tu vois, mais le choix de l'exercice, il est hyper important. Ouais. ouais, mais du coup, je vous propose quand même qu'on démarre la partie 1 parce que là, du coup, on est déjà allé sur la partie 2, mais la partie 1, elle Vas-y, était vas-y. sur le niveau avancé, sur un développement athlétique de tes joueurs. Comment tu pourrais définir qu'on a un niveau avancé et pourquoi il y a des difficultés à créer de la stimulation quand on a un niveau avancé pour créer de l'adaptation? Euh, déjà, ouais, définir les niveaux, tu sais, débutant, intermédiaire, avancé, élite, tout ça. Euh, si tu connais pas ton groupe d'athlètes ou tes sportifs au préalable, tu vois, c'est compliqué. À part si tu fais une batterie test et que tu fais des profilages et des screens. Ok. Ouais, voilà, quand vous prenez des sportifs, quand nous, préparateurs physiques ou kinés, tu prends les sportifs, ben, ils sont trailers, tennisman, rugby woman, tu vois, ils ont leur discipline, ils ont leur étiquette, mais ils sont pas forcément professionnellement parlant, enfin pro au niveau de la technique, au niveau de la réalisation des mouvements, au niveau de la compréhension des mouvements. Et là, surtout, enfin, ça arrive souvent que avec un athlète élite, tu vas partir d'un niveau débutant ou intermédiaire seulement en préparation physique, tu vois. Et là, du coup, tu dois développer toute sa cartographie, son profilage, faire les bons tests au bon moment et partir du bon endroit, tu vois. Ne pas le surestimer, ne pas le sous-estimer et essayer de partir du bon niveau de développement, quoi. Et ça, c'est ça qui est le plus dur. Et toi, dans ta pratique, tu donnes l'exemple en fait, hein, tu pratiques l'entraînement de force pour venir partager tes ressentis, savoir la charge de surentraînement, sous-entraînement. Euh,
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce principe, de donner l'exemple? Ouais. Il y a un pote à moi, du coup, Aurel Broussal, que vous connaissez sûrement. Aurel, il a une phrase, bon, je pense pas qu'elle vienne de lui, mais en tout cas en francophonie, elle vient de lui, qui dit qu'un un coach ou un entraîneur qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Et en gros, la phrase, elle est hyper controversante, mais elle est vraie. Dans le sens où je veux dire, on te demande pas, tu vois, et moi, on me demande pas d'être le top athlète au monde, tu vois, d'être le mec le plus fort, le plus puissant, mais au moins, quand tu es préparateur physique, d'incarner en fait tes valeurs et d'incarner ce que tu prêches, quoi. C'est comme si un diététicien, il est obèse, tu vois, c'est comme si un ministre de la Santé, il fume, il est obèse, c'est comme si un médecin, il a le cancer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment d'incarner ce que tu prêches. Et du coup, ce que j'essaie de faire moi, c'est de tester plein de méthodologies, de programmes, de choses depuis 10-12 ans que je m'entraîne, d'un point de vue athlétique, pour pouvoir, eh bien, comprendre les stimuli, comprendre les adaptations, comprendre les ressentis, et ça, en plus des datas, des GPS, de la charge d'entraînement et des discussions avec les joueurs, c'est un énorme outil, tu vois, d'avoir ce feedback-là, de l'avoir vécu en fait. Et tu vois, vous avez fait le podcast avec Romain. Romain, c'est un gars qui s'entraîne aussi, qui teste des trucs sur lui. Et si t'as pas ce recul-là, je pense, c'est beaucoup plus dur de quantifier, de savoir quand arrêter la série, quand rajouter une rep de plus, quand demander 2 ou 300 watts de plus, quand vraiment quantifier avec des accéléromètres ou pas, quand demander des tempos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus difficile que si tu l'as jamais vécu, quoi. Oui, c'est le partage d'expérience en fait, hein. Tu Ouais, passé par là, donc tu peux exactement, guider les gars et on va partir sur la planification, la périodisation de l'entraînement. Donc je t'ai beaucoup j'ai- entendu sur la planification des entraînements de tes ouais, athlètes. Mais j'aimerais qu'on se focus peut-être sur ta planification perso, oui, qui pourrait être plus transférable sur les auditeurs qu'on va avoir. carrément. Comment tu vois, toi, ton propre entraînement? Ouais, ben, tu sais, c'est une question qui me revient souvent parce que quand je parle avec pas mal de prépa physique, de kinés, de coach, parce qu'il y a de plus en plus de kinés qui s'entraînent, tu vois, donc ça c'est une bonne chose. Et souvent les mecs ils Eh font oui. au feeling, tu vois, ils font un peu au jour le jour ou selon ce qu'ils aiment, tu vois, ou selon ce qu'ils ont envie de faire au jour le jour. Et c'est vrai que moi, depuis plus de 10 ans, j'ai toujours fait mes propres programmes, tu vois. Des fois, je me suis fait entraîner par des collègues qui étaient coachs ou préparateurs physiques pour voir autre chose, mais c'est vrai que j'ai toujours fait mes programmes. Et je m'inflige, entre guillemets, cette discipline et ce truc-là, parce que sinon, je sais que si je fais un peu tout au pif, à l'arrache et au feeling, ça marchera pas. Et donc, c'est vrai que je fais en moyenne, pour moi-même, 6 à 7 programmes par an, tu vois, tous mes programmes ils durent entre 4 et 6 semaines pour moi. J'aime pas faire des trop longs programmes, mais c'est juste que j'ai pas le temps de me faire des nouveaux programmes toutes les 3 semaines, quoi. Donc j'essaie de me garder quand même des programmes similaires toutes les 4 à 6 semaines et je change. Et j'alterne entre la force explo, la puissance, la force max, l'hypertrophie, la gym, le cardio. Ou alors je fais des mix d'un peu tout. Donc c'est ce qu'on appelle les méthodologies ondulatoires et polarisées. Et en ce moment là, j'avais mis une story il y a pas longtemps là-dessus. Je me suis Vu que je suis un peu cramé nerveusement depuis quelques années et que je le ressens, je baisse l'intensité et je vais beaucoup plus me focus sur l'esthétique. Parce que je suis très peu, j'ai un physique qui est très peu propice à la masse musculaire. Tu vois, je suis très loin d'un physique bodybuilder. Je suis très proche d'un physique athlétique. Tu vois, je suis athlète mais pas bodybuilder. Et du coup, j'ai envie de tester là pendant 3 mois, de prendre un peu plus de poids, masse musculaire, tu vois, d'être un peu plus sec encore, d'être un peu plus défini, mais de faire des mouvements, des exercices qui sont moins athlétiques tout simplement, quoi, tu vois, et des exercices plus simples, des programmes moins intenses. Et donc voilà, je suis sur ça en ce moment là depuis mi-mai, donc depuis une semaine ou deux, j'ai commencé je vais faire ça jusqu'à fin juillet, je pense. Ok, on avait parlé sur des précédents épisodes de prise de masse, donc du coup, Ouais, t'es sur ça. exact. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu as changé sur ta Ouais, pratique? exactement. Je suis sur ce qu'on appelle classiquement une prise de masse, mais tout en gardant un taux de masse grasse en dessous de 10 ou 9,7, tu vois, un truc comme ça. Donc d'être quand même très sec, ce qui est pas évident. Et ce que je cherche juste, c'est d'autres stimuli. Tu vois, j'ai toujours eu des entraînements dans le nerveux, le structural, le neuromusculaire, la plio, la haute intensité. Là, j'ai envie de redescendre un peu ça, de pas chercher mes max, mais de performer, entre guillemets, enfin de performer, de progresser sur ma qualité de congestion musculaire, sur mon esthétique, sur ma qualité de contraction, et tester de nouveaux exercices, tu vois, qu'on fait pas en préparation physique. Donc ouais. Tu vois, on avait eu Gintas qui était très très inspirant sur sa façon d'exposer un petit peu son concept, sa vision sur l'athlète hybride. Ouais. Et il nous avait parlé de mettre du volume
et de prendre par exemple un 10 RM et de venir choquer ton corps en Mm. faisant 20 répétitions du 10 RM, tu vois. Ouais, exactement. Et, euh, et l'idée, lui, c'était vraiment de la puissance endurance, c'était du coup de mettre du volume sur ce type Ouais, d'intensité. exactement. Tu peux par exemple faire ça. C'est une de mes méthodes, ouais. Exact. Moi, enfin, aucun de mes entraînements, quelle que soit la qualité physique que je veux développer ou les qualités physiques que je veux développer, si je travaille en multi-target, si je veux développer deux ou trois qualités physiques d'un coup, je dépasse jamais 1 heure et quart de mes séances, tu vois. C'est toujours des séances d'1 heure, 1 heure et quart, très très intenses. Quand mes potes s'entraînent avec moi ou des collègues s'entraînent avec moi, c'est très très intense. Il y a très peu de récup et ça me va très bien. Tu vois, c'est juste mon profil qui est comme ça. Mais voilà, je me vois pas rester en salle de musculation. De toute façon, j'ai pas le temps. De rester 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, Mhm. c'est impossible. Ça, c'est une question que je me posais parce que sur une autre interview, tu disais que tu t'entraînais en 45 Ouais, minutes. Du coup, si j'ai retenu lundi, mercredi sur la force, mardi, jeudi sur la puissance et le dimanche un peu de cardio. ouais. Et 45 minutes, voilà, moi, quand je m'entraîne, personnellement, je prends du temps. J'aime bien être, tu vois, quand je fais une séance, je me prends 2 heures et j'ai le temps d'essayer de bien travailler, de me faire des temps de repos. Et toi, 45 minutes, est-ce que c'est un choix, c'est une vision ou est-ce que c'est juste parce que t'as pas le temps? Ouais, c'est surtout parce que je veux que ce soit hyper intense et que j'ai pas beaucoup de temps. Mais après, c'est pas ce que je mets moi dans mes suivis, dans mes programmes et pour mes athlètes, tu vois. Attention, je suis pas non plus le meilleur exemple là-dessus. C'est sûr que si j'avais la possibilité de m'entraîner 1 heure et demie ou 2 heures, je le ferais avec grand plaisir. Mais j'aime bien. Ok. De toute façon, c'est aussi ça, je pense, qui m'a fait défaut si je veux prendre encore plus de masse musculaire. C'est que ben, forcément, avec la masse musculaire et l'hypertrophie, tu as besoin de ces temps de récup là, tu vois. Et vu que moi, je me les mets pas, ben, des fois, je suis plus en catabolisme qu'en anabolisme. Et je me détruis un peu plus le système nerveux ou je le crame un peu plus vite. Mais ça me va depuis 8, 10, 12 ans de m'entraîner comme ça. Mais tu vois, j'ai commencé à me faire coacher du coup il y a 2 semaines par un coach et un pote à moi qui est entre guillemets influenceur mais aussi bodybuilder professionnel. Et tu vois, je lui ai dit, ouais, j'ai qu'1 heure de temps, mais ces séances, quand il me les a envoyées, je lui ai dit, mais je les fais en 20 minutes, tes séances, tu vois. Parce qu'il y avait il y avait très peu de volume, beaucoup de récup. Et moi, je lui ai dit, mais tu peux y aller, vas-y, tu vois, franchement, tu vois, il mettait 2 séries par là, 3 séries par là, 2 séries par là, truc, truc. Moi, je lui ai dit, je fais souvent des biceps ou supersets, et je me fais souvent des EMOM, je me fais souvent des 6x2, 6x1 ou 10x3 avec 1 minute de récup, tu vois. Donc, je peux encaisser. Mais après, est-ce que c'est super bien à long terme? Ça a marché sur moi, mais c'est vrai que là, j'ai besoin un peu de de ça, quoi. Et voilà. Mm. C'est que en fait, tu sens que tu récupères plus comme avant. Ouais. Ou on- Tu viens de mettre le point, c'est parce qu'on On commence approche à Eh la se faire ouais, trentaine, vieux, ça y est. voilà. On approche la trentaine, ouais. C'est Ouais, ça. eh ouais. c'est ça. De ouf. C'est ça. Ouais, bah, en fait, c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. C'est est-ce que un athlète qui a 20 ans, est-ce qu'il peut s'entraîner comme quand il avait Ouais. 30 ans et inversement, et en fonction des moments de la vie, peut-être que tu peux pas programmer pareil et c'est certain. Mm. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de se faire de se faire coacher pour avoir un avis un peu C'est objectif ça. parce que on n'est jamais objectif pour soi-même, hein. En Exactement. tout cas, je parle pour moi déjà. Et ouais, c'est souvent les cordonniers le plus Et mal chaussés, comme on dit, hein. qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux auditeurs qui s'entraînent depuis un petit moment, quelques mois, quelques années? Est-ce que tu leur conseilles du coup de prendre appui sur un coach pour avoir une vision extérieure et pour du coup augmenter un petit peu l'objectivité de son entraînement ou au contraire y aller tout seul, comprendre les premiers concepts d'entraînement? Ben, ça peut être un peu noir ou blanc, ce que je veux te dire. Mais si la personne, tu vois, qui vous écoute là, l'auditeur ou l'auditrice qui vous écoute, elle est passionnée et grave intéressée par l'entraînement, le sport, le développement physique, tu vois, de sa propre personne, eh bien, le fait de lire beaucoup, de regarder enfin, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de se renseigner, d'échanger, ça peut suffire en mode autodidactie. Mais ça peut suffire, mais il faut pas se suffire à la moyenne, entre guillemets, il faut vraiment passer un cap. Parce que quand tu regardes dans les salles, notamment low cost, les salles, pas les salles de performance comme on s'entraîne habituellement, mais les salles style Fitness Park, Basic Fit et tout, mais tu as une personne sur deux, tu vois, qui techniquement c'est affreux, qui ne sait pas bien s'entraîner malheureusement, mais pas parce que la personne est nulle, tu vois, juste parce qu'elle n'est pas au courant, ou qu'elle n'a pas pris le temps de se renseigner, ou qu'elle n'a pas le bon entourage ou le bon coach, kiné, préparateur physique, ce qu'on veut, tu vois. Donc, soit se focus sur l'autodidactie à fond,
et là vraiment mettre le paquet et devenir une machine en fait, ou soit s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire du bon thérapeute, du bon kiné, du bon préparateur physique, du bon coach, et essayer de faire attention à certaines personnes sur les réseaux, quoi. Tu vois, sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais je suis pas là pour tirer sur les gens, au contraire, mais tu vois. Et c'est dur. Pour, pour, euh, pour aller un peu plus loin, si tu as quelqu'un qui s'entraîne en Ouais, salle, pour toi, les marqueurs qui montrent que cette personne-là, en fait, euh, elle devrait se faire aider par un coach, ce serait quoi? Par exemple, tu lui demandes son programme et en fait, il n'a pas de programmation de prévu. En fait, il fait les séances au feeling. Parce que ça, pour toi, c'est un marqueur qui veut dire qu'en fait, son entraînement pose ouais. problème ou pas. Parce que ça, déjà, ce serait un Et point, la qualité un clé pour d'exécution toi. des mouvements, Ouais. quoi. Après, déjà, ce que je me dis, c'est que quand déjà tu vois quelqu'un en salle, tu te dis déjà dans ta tête, tu as deux possibilités, je pense. C'est un, ah, il est nul, elle est nulle, blablabla. Ou deux, et moi je suis plus sur ça depuis quelques années maintenant, à me dire, bon, ok, techniquement c'est pas beau, c'est pas bien, nanana, mais la personne elle est là, elle est en train de s'entraîner, elle fait du sport, elle est pas dans le Mm. canapé à manger des chips, et tu vois ce que je veux dire. Donc la personne déjà elle fait l'effort et elle vient s'entraîner, elle vient d'essayer de faire quelque chose de bien pour elle. Mais comme tu dis, moi je reconnais une personne déjà qui a avancé sur elle, qui a travaillé sur elle de manière autodidacte ou alors qui est encadrée déjà par son warm-up, son échauffement, son activation. Tu vois déjà, tu sais, toi quand tu es en train de faire ta séance, mais t'as du flux, tu as des gens qui arrivent, qui partent de la salle. Des fois je regarde les gens et j'aime bien regarder les gens, m'intéresser aux gens là-dessus. Je regarde déjà leur qualité, enfin ce qu'ils font du moment A où ils rentrent dans la salle jusqu'au point B où ils vont commencer leur séance, tu vois. Et déjà, ça en dit long vraiment sur où en est la personne, sur son niveau et sur sa longévité. Euh, Vincent, tu me demandais une espèce de conseil ou de tips ou quoi, mais enfin, par rapport aux gens qui pratiquent, euh, moi, j'insisterai vraiment sur la constance, la résilience, euh, la régularité. Tu vois, dans n'importe quel sport, il vaut mieux s'entraîner en hyperfréquence 6 fois 20 minutes par jour, tu vois. Même quitte à faire sa séance en 2 fois par jour, tu vois, 20 minutes le matin parce que t'as pas le temps et finir ta séance le soir en 20 minutes, une demi-heure, que faire deux grosses séances de 2h30, 3 heures dans la semaine. À terme, ça marche très peu, ça, tu vois. Le corps, nous, notre corps, l'homéostasie de notre corps, et ça c'est prouvé par la science, voilà, il Fréquence. fonctionne par la fréquence, tu vois. Mais malheureusement, tu vois, Pierre, ce que tu dis, c'est bien. Quand on dit fréquence, les gens, ils mettent souvent fréquence avec intensité, tu vois. Pas forcément. Ça peut être de la fréquence, mais ça peut être un jour où tu fais du yoga, un autre jour où tu fais du pilates, un autre jour où tu vas marcher, un jour où tu fais de la force, un jour où tu fais un WOD, tu vois ce que je veux dire? C'est juste d'essayer de faire un peu tous les jours, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, une heure, tu vois. Et c'est vraiment le conseil hein, transversal sur tous les sujets qu'on aborde. Donc, on parle de sport, de nutrition, de sommeil, Ouais, globalement, de tous les sujets qui sont liés à la longévité. Et c'est vraiment la fréquence, le volume, la discipline ouais, qui revient sur tous les sujets. ouais. Tous les sujets. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de discipline parce que, tu vois, les gens, quand on parle de discipline, pour eux, ça fait tout de suite militaire, c'est tout de suite fatigant, contraignant, c'est pas fun, tu vois. C'est pas, alors que, pas parce que tu t'entraînes tous les jours que tu vas faire le même entraînement, tu vois. Rien ne t'empêche, en fait, d'avoir des journées prédéfinies ou standardisées, tu vois, où tu vas bien manger tous les jours, mais à chaque fois, c'est un repas différent, ou c'est un moment différent, ou c'est une compagnie différente. Enfin, une compagnie, un entourage différent, ou des fois, tu vas manger seul, des fois, tu vas manger entre amis, des fois, tu vas manger en couple. Euh, c'est pas parce qu'on parle de discipline à s'entraîner tous les jours que tous les jours ça va être le même entraînement. C'est pas parce qu'on te dit d'avoir des routines matinales, j'ai une connerie, que ça va être les mêmes routines tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, en fait, ils s'enferment dans le mot discipline. Alors que le mot discipline, ça veut juste dire, comme tu l'as dit, Pierre, régularité, constance. Et au sein même de cette régularité et de cette constance, tu peux faire varier plein de trucs, tu vois. Juste, l'important, c'est de le faire, quoi. Oui, la routine dans les pays anglo-saxons, hein, ça a plutôt une connotation très Ouais. positive. Et on a reçu aussi Nicolas Haute, Ouais, qui est bien. prépa, avec qui j'ai pu travailler dans les sports de combat, qui nous a fait une masterclass. D'ailleurs, si les auditeurs n'ont pas encore écouté, allez faire un tour. C'est vraiment J'irai l'écouter. Je l'ai pas écouté, un celui-là. puits Il est sur votre d'informations. chaîne. Ouais, c'est Ouais, non, ouais, c'était Trop bien. super. 2 heures de magnifique. Trop Et bien. c'est vrai qu'il disait que finalement, l'être humain est un être cyclique. Et donc, Ouais. du coup, de mettre une discipline, de mettre des routines nous apporte un confort, en Ouais. fait, de pas toujours réfléchir aux imprévus. Ouais.
et nous permet d'évoluer en fait, hein. Mais c'est vrai, tu sais, Mm. ce que j'ai remarqué personnellement, je sais pas si c'est prouvé, vrai ou pas, mais je parle juste de mon cas personnel. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'action, le nouveau et le changement. Mais plus j'avance et plus je me dis que nous, l'être humain, on adore le changement, mais que quand, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, on a instauré, tu vois, une routine ou alors on a validé un cycle, comme tu dis, tu vois. Trop de changements comme ça, perpétuels, ça amène vraiment rien à part du stress, de l'anxiété et des choses négatives pour l'être humain. Alors que quand tu changes, mais quand tu prends des décisions et des choix qui t'amènent à changer, mais quand en amont tu as validé un cycle, tu as validé une épreuve de vie, que tu as validé, je sais pas moi, n'importe quoi, là ça a une autre connotation, tu vois. Et pour faire le lien sur la prochaine partie, du coup, Nico Hott, il nous a parlé de sa planification dite moderne. Ouais. Et ça rejoint exactement ta façon de travailler, hein, de microcycle, de mésocycle. Est-ce que tu pourrais aborder un petit peu le sujet et donner un petit peu des billes sur les gens qui aimeraient suivre ces conseils-là? Ouais, carrément. Ce que j'aime bien aborder, tu vois, quand j'aborde ça en conférence, en présentation, en séminaire, c'est déjà là, et même pour les kinés, parce que c'est souvent des kinés qui veulent enfin, connaître ces concepts, parce que c'est des concepts qu'on n'aborde pas en kiné, ce qui est normal, hein, parce que c'est plutôt entraînement et préparation physique, mais la différence entre périodiser, planifier, programmer, elle est la base, tu vois. Et il faut voir ça comme un entonnoir, tu vois. Le mot périodiser, il est tout en haut. C'est en gros quand tu dégrossis ben, ta saison civile, quand tu as le calendrier sous les yeux, tu vois, avec les dates de fête des mers, les dates de pont, les dates de week-end, combien il y a de semaines exactement ou de jours, enfin bref, tu vois. C'est ça en fait la périodisation, c'est le dégrossissement de ta saison civile ou de ton année civile avec toutes les grosses étapes et échéances. La planification, c'est ce qui en découle. C'est un peu plus bas dans l'entonnoir, du coup. La planification, c'est pas du macro comme la périodisation, c'est plutôt du méso. Donc, entre 3 semaines et 3 mois, grosso modo, quand on parle de cycle, hein. Et à l'intérieur où tu vas déjà parler de tes process d'entraînement, des méthodologies d'entraînement, du choix de l'ADN, du choix de la philosophie, etc. Et la programmation, c'est ce qui découle encore, c'est la fin de l'entonnoir, c'est plutôt le micro, voire le nano, donc dans microcycle et nanocycle, qui dure d'une journée à 2 journées jusqu'à une dizaine de jours ou 2 semaines grand max. Et là, dans cette programmation, ce sont tous tes choix d'exercice, l'ordre de séance, la chronologie de séance, la chronologie d'exécution, le tonnage, le monitoring, tout le reste. Et les gens, ils ont souvent du mal avec ça. Et une fois que tu as compris déjà tout ça, après, tu peux comment dire ça, être plus clair dans tes choix de méthode, dans tes choix d'exercice, etc. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta Et question. Je pense que je suis parti. ouais, si, bien sûr, t'as répondu parfaitement. Et tu parles d'ondulatoire, comment tu pourrais définir ça aux gens pour leur expliquer la différence entre linéaire et ondulatoire et quel est l'avantage de choisir l'un ou l'autre? Ouais. Alors, on va essayer de faire simple. Euh, un programme qui est souvent linéaire ou par bloc qu'on appelle, c'est souvent des programmes qui sont très très efficaces et utiles pour des pratiques sportives où il y a une, deux, trois, quatre échéances grand max dans l'année, tu vois, triathlon, marathon, boxeur, sport de combat, tu vois, parce que tu peux avoir des cycles qui vont durer 8, 10, 12, 16 semaines, tu vois, et qui évoluent par bloc linéairement et ascendamment, tu vois, ou dégressivement, peu importe, mais de manière linéaire, de manière contrôlée, de manière progressive, et où c'est, je dis une connerie, hein, mais par exemple, sur le terrain, la première semaine, je dis une bêtise, hein, on prend l'exemple du sprint, tu vois, truc tout simple que les gens comprennent. Première semaine, tu vas peut-être faire, je sais pas moi, 3 séries de 100 mètres. Deuxième séance, tu vas faire 4 séries de 80 mètres. Troisième séance, tu vas faire 5 séries de 60 mètres. Sixième séance, tu vas faire 6 séries de 40 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pyramidal ascendant, dégressif ou peu importe. C'est des trucs qui sont pas choquants, qui sont très simples à comprendre. Par contre, pour les sports collectifs, où là, il y a besoin de beaucoup de variabilité, d'intensité, moins de progressivité, beaucoup de spécificité. Là, on va beaucoup utiliser des méthodes ondulatoires et polarisées. Quand je dis méthode ondulatoire, ça veut dire que tu peux varier dans ton programme et dans ta séance. C'est-à-dire que tu peux être ondulatoire dans ton programme et dans ta séance. C'est-à-dire que si tu es ondulatoire dans ton programme, c'est-à-dire que par exemple, la première semaine, tu vas faire dans tes séances 10 reps, 8 reps, 6 reps. Tu vois, la semaine 2, tu vas faire 6, 4, 2. La semaine 3, tu vas faire 7, 5, 3. La semaine 4, tu vas faire 5, 3, 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à chaque fois de manière ondulatoire ou par vague.
peu importe. Là, je te donne un exemple extrême pour visuellement ce soit plus clair. Et après, tu peux faire de l'ondulatoire dans ta séance également. C'est-à-dire que par exemple, ton bloc A, ça va être, je sais pas moi, du 3 à 5 reps. Ton bloc B, ça va être du 4 à 8 reps. Ton bloc C, du 8 à 12 reps. Et ton dernier bloc par couche, ça va être du 15 reps à 20 reps et en métabolique. Donc en fait, tu as balayé tout le spectre de force-vitesse sur ta même séance. Tu n'as pas créé d'interférence physiologique et tu as agi de manière ondulatoire. Parce que dans ta séance, tu utilises toutes les fourchettes. Et après, tu peux encore aller plus loin dans le sens où on garde le même ordre qu'on a dit là. Tu vois, dans le bloc A de 3 à 5 reps, dans le bloc B de 4 à 8. Mais si tu es dans ton bloc A de 3 à 5 reps, tu peux faire, par exemple, 5-3, 5-3. Dans ton bloc B, tu peux faire 8-6-4-2, 8-6-4-2. Enfin, tu vois, tu peux vraiment varier comme ça. Et ça, c'est vraiment de la quantification de charge et de la méthodologie qui demande vraiment à être très très précis et connaître ton public, quoi. Et quand tu parles de polariser, Ouais, du coup, polariser, c'est qu'est-ce que assez simple à t'entends? comprendre dans le sens où c'est du high-low, où c'est une grosse séance ou deux grosses séances très intenses dans la semaine, tu vois, alterner avec des séances très basses en récupération. En récupération, ça peut être stretch active, de la mobilité, du cardio en zone 2, en zone 3, du pilates, du yoga, du gainage, du travail de renforcement, tu vois. Donc tu vas alterner du travail nerveux, force athlétique, haltéro, sprint, pliométrie, duel, impact, alterner et switcher avec des séances de récup. Donc j'ai une connerie, mardi séance high, lundi séance high, mardi séance low, jeudi séance high et vendredi séance low par exemple, tu vois. Et là tu fais du polarisé. En gros, polarisé, c'est Ok. tu prends la planète, t'as pôle nord, pôle sud, mais c'est ça en fait, c'est les extrêmes quoi. Oui, ça reprend vraiment en fait dans ta séance, tu viens balayer le profil Ouais, force-vitesse où tu te rapproches de la force max, de la puissance force, puissance vitesse, vitesse. exactement. L'expérience que j'ai fait avec Nico Hott, c'était vraiment ça. On passait 2 heures à la salle parce que du coup, on venait vraiment travailler un échauffement complet, de la force max, de la puissance Ouais, max, et on finissait par un travail cardio. Donc finalement, il y a un éventail grave. large. Donc tu procèdes comme ça dans ton entraînement et en même temps, tu travailles comme ça aussi avec tes athlètes? Dans mon entraînement, je fonctionne souvent ouais, de manière ondulatoire, c'est-à-dire par couche. Donc des rappels de force, des rappels de puissance, des rappels d'hypertrophie et des rappels métaboliques, énergétiques. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les interférences physiologiques, la seule qui est vraiment fondamentale et prouvée, c'est on sait très bien que tu vas pas faire d'endurance et de masse musculaire en même temps. Ok, ça on le sait. Tu vas pas faire 8 fois 400 de tours de piste et après venir faire une séance de culturisme ou de bodybuilding. Ça marche pas, tu vois. Au niveau physiologique, ça marche pas. Par contre, quand on voit aujourd'hui les athlètes, les crossfitters de très haut niveau, je parle, hein, les haltérophiles, les sportifs de haut niveau, sport co, on voit que dans leurs entraînements, il y a plein d'interférences et pourtant c'est des machines de guerre athlétique, tu vois. Quand on voit que je sais pas, les crossfitters, ils vont faire dans la même séance, j'ai une connerie, moi, ils vont faire du devil press, du clean, du jerk, du bench, après de la saut bike, du wall ball, tu vois. Et ben, si c'est bien quantifié, si c'est bien paramétré, tout ça, il n'y a pas d'interférence. Il faut juste maîtriser les fondamentaux et les paramètres d'entraînement. Et pas être dans l'anaérobie lactique quand tu veux être dans l'anaérobie lactique, etc., etc. Tu vois, faut, même si les filières énergétiques aujourd'hui sont remises en question, il y a quand même des principes clés, des bases à respecter selon telle ou telle qualité physique, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour s'évaluer? J'ai vu que tu parlais de tous les concepts avec 3 lettres, du profil force-vitesse. Ouais. Comment finalement on peut s'auto-évaluer de la manière la plus objective possible? Ah ouais, s'auto-évaluer, tu veux dire? Genre, t'es tout seul et Et ouais, ouais, ça c'est très compliqué, ça, hein. C'est vrai que si t'as pas un kiné, un coach, un expert avec toi, c'est dur de s'auto-évaluer. Mais auto-évaluer, tu parles de quoi, toi, par rapport à la méthode, aux exercices et tout, ou par rapport au monitoring et à la gestion de la charge? j'ai vu que tu parlais de tests sur tout ce qui était Ouais. mobilité, flexibilité, travail énergétique. Mais si on se concentre plus sur le neuromusculaire, est-ce que tu prendrais des exercices clés, des patterns clés sur lesquels on pourrait venir à J1, à 3 Ah ouais. mois, à 6 mois? Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle, et si les personnes sont capables de faire ça seules, c'est cool, mais c'est vrai que c'est que le rôle de coach ou d'entraîneur ou de préparateur physique.
de créer des standards athlétiques, ce qu'on appelle, si tu veux. Donc, en gros, là, tu me parlais de m'exprimer sur le neuromusculaire et la plio, c'est ça? Ouais. Ouais. Par exemple, on prend la plio. Ok. Le but, c'est de savoir quels sont les exercices pliométriques de base et de référence qui existent. Ok. Parce qu'il y en a des tonnes d'exercices pliométriques. Mais si on prend les directions horizontales, diagonales, verticales, un pied, deux pieds, blabla, haute intensité, basse intensité et tout, on voit que le squat jump, le CMJ bras classique, le CMJ avec élan. CMJ, c'est counter movement jump. Donc, tu cours 3 pas et tu fais soit avec élan, soit box. Ça, c'est un CMJ three-step approach. Le drop jump, le broad jump sur longueur, le hop, le bounce. Tu vois, en gros, tu prends 7-8 tests de référence, tu vois, 7-8 patterns de base, et tu peux déjà te créer une batterie de tests, te tester sur ça, et voir ben, qu'en faisant d'autres exercices, tu vas progresser sur ces 7-8 patterns de base, tu vois. Donc, c'est dur de se profiler soi-même, mais nous, en club, ce qu'on a fait, c'est que avec tout ce que tu as parlé juste avant, tu vois, que tu disais en 3 lettres, là, FRC, GMC, Exos, FMS, SFMA, etc., tout ce que vous connaissez aussi les kinés, le fait d'avoir passé tout ça, moi, toutes ces années, ça m'a permis aujourd'hui de créer notre propre screening et propre batterie de tests avec le staff médical, staff technique, et d'avoir une cinquantaine de tests qu'on utilise durant toute l'année, et pas tous d'un coup, mais où on a des tests propres à nous, tu vois, ben, qu'on affectionne particulièrement, qui nous donnent de vrais renseignements, de vraies data objectives. Et donc, sur la force, on en a 7 ou 8. Sur la mobilité, la flexibilité, on en a 5 ou 6. Pour les membres inf, 5 ou 6 pour les membres sup. Le travail vestibulaire, oculaire, on en a 2 ou 3. Le travail de vitesse, on en a 4 ou 5. Le travail d'agilité, 4 ou 5, tu vois. Et au final, tous ces standards athlétiques, on se réfère par rapport à ça. C'est un peu notre tronc d'arbre. C'est un peu notre tronc d'arbre. Et dans l'année, on a plein de variantes d'exercices qui vont arriver et agir comme des branches et des feuilles, quoi, tu vois. Ça découle un peu comme ça. Ok, sur l'entraînement de force, si on doit créer sa propre planification, donc son mésocycle, son microcycle, quel conseil tu donnes? Est-ce qu'on s'accroche à des patterns? Est-ce que tu utilises tirage vertical, horizontal, poussée verticale, horizontale, Ouais. travail de poussée en hanche ou en genou au niveau des membres inférieurs? Qu'est-ce que tu préconises? Je sais pas si c'est un acronyme, un truc, j'utilise toujours le terme CO. On part toujours du contexte et de l'objectif. Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je choisirais un NFL Shuttle Run, tu vois, une course en navette, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je choisirais ça? Et en fait, je vais partir du contexte et de l'objectif. Donc, contexte, par exemple, on vient d'enchaîner 12 matchs d'affilée, on est un peu cramé, ou on est en pleine pré-saison, on peut pousser, ou on a plein de blessés. Tu vois, je pars vraiment du contexte et de l'objectif. Qu'est-ce que je veux développer à ce moment même, enfin développer ou travailler à ce moment même de la semaine, du cycle, et pour quel type de profil, quel type d'athlète, tu vois. Et après, du coup, une fois que j'ai défini tout ça, après, je vais me dire, OK, je vais utiliser cette méthode, donc la méthode temps, enfin la méthode Westside Barbell, la méthode Hans Gold, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Merde. Enfin bref, je vais choisir la méthode. Après, je vais choisir les paramètres. Donc, le nombre de séries, le nombre de reps, l'intensité, les tempos, la vitesse de barre, les watts développés, la récup et tout. Et après, je vais choisir les exercices. Ok, tu te réfères au pattern en fait à la fin. Ouais. Et en fait, dans ces patterns, je vais me dire, OK, en fonction du contexte et de l'objectif et de tout, et du choix de méthode et des paramètres, eh ben là, je sais que je vais avoir besoin de mouvements unilatéraux, unipodaux, membres sub, membres inv, full body, split, direction diagonale, verticale, horizontale, projection, stockage, restitution, tu vois. C'est plein de trucs comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle les archétypes, quoi. Et si on reste dans le contexte de sport collectif, donc les athlètes qui veulent augmenter leur potentiel de force musculaire, du coup, on partirait déjà du principe qu'on a un match par semaine, par exemple. Et comment tu envisagerais du coup la semaine? Est-ce que on garderait ton principe d'entraînement personnel, c'est-à-dire de la force le lundi, le mercredi, mettre du volume en début de semaine, se rapprocher de l'intensité proche du match? Ouais. Qu'est-ce que tu préconises? Bon, là, tout ce qu'on aborde, de toute façon, je l'aborde dans Immersion Préparation Physique Le Pro. Une grosse formation, c'est la plus grosse formation en francophonie qu'on a faite là depuis 6 mois maintenant. Et ça, du Bah, coup, je vas-y, là, l'aborde c'est dans un des l'occasion modules. d'en Non, faire la non, pub, t'inquiète, là. t'inquiète. Et je vais te dire ce que j'aborde ça dans un des modules.
Et en gros, comment je vois le truc, c'est que il y a des principes fondamentaux du style. Tous les mouvements de force athlétique, les mouvements de sprint long, de résistance et tout, ça va se faire loin du match. Tous les mouvements plutôt d'haltéro, bodybuilding, culturisme et tout, proche du match. Tous les mouvements de pliométrie en hanche et en chaîne postérieure, plutôt loin du match. Tous les mouvements de restitution, de répulsion avec medicine ball, slam ball, wall ball, pliométrie unilatérale intense, en cheville, en pied, proche du match. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Beaucoup de travail de volume et général, plutôt loin du match. Beaucoup de travail, enfin beaucoup d'intensité, enfin une intensité gardée, pardon, et un volume très réduit et euh, des exercices vraiment spécifiques, limite qui sont transférables, tu vois, à l'activité proche du match, des exercices plus généraux loin du match. Enfin, tu vois, il y a plein de patterns comme ça, plein de fondamentaux comme ça que j'essaie de garder, ouais. Bon, un sportif qui veut gagner en détente verticale, et il se dit, bon, ben, je veux travailler ma force, mon explosivité. J'ai envie de caler des séances de squat lourd et de plio sur box. Et tu dis à distance du match, le problème, c'est que la semaine, elle fait que 7 jours. Ouais, Euh, bah, et ce serait forcément en milieu de ouais, semaine, tu vois, si je ouais, comprends ouais. bien ce que tu me dis. Admettons qu'on joue comme Vincent il a dit, tu vois, on joue du samedi au samedi, tu vois, classique, comme plein de gens Hum, font. Du samedi au samedi, mais par exemple, ta séance du mardi, on va prendre une séance le mardi, une séance le jeudi, tu vois, par exemple. Ta séance du hum, mardi, c'est celle où tu vas pouvoir intégrer, pour un mec qui veut développer sa détente verticale, tu vas pouvoir intégrer tout le travail d'atterrissage, de landing, de stockage d'énergie élastique, plus ou moins haut, hein, sur des box ou quoi, de décélération, tu vas pouvoir mettre ton squat lourd, tu vas pouvoir mettre ton amplitude complète, tu vas pouvoir mettre une certaine intensité et même un volume d'entraînement. Et proche du match, plutôt faire de la restitution, donc avec du squat concentrique, du squat partiel, du box squat, euh, du saut sur box, du CMJ. En fait, de la restitution, mais très très bien quantifiée. Tu vois, loin du match, tu vas peut-être pouvoir faire en pliométrie, par exemple, j'ai une connerie moi. 6 séries de 3, 6 séries de 4, 6 séries de 5, peu importe, tu vois, une trentaine, cinquantaine de sauts. Proche du match, tu vas peut-être en faire que 8 ou 10 de sauts, tu vois, et une à deux séries, hyper qualitatives. Tu vois, c'est, hum. c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, ils fonctionnent beaucoup comme ça en NFL, en NRL, et ils sont très très forts pour quantifier la pliométrie. Tu vois, les séances de pliométrie où tu as 150, 200, 300 rebonds, c'est. Comment on dit ça? C'est l'enfer. Ça va finir par Ouais, péter. c'est l'enfer, c'est l'enfer. Sachant que déjà, tes sportifs, que ce soit rugbymen en longueur, handballeur en vertical, volleyeur en vertical, et plein d'autres sports, ils font déjà entre 50 et 70 sauts la séance, enfin leur entraînement spécifique. Si en plus tu le rajoutes et tu les Oui. massacres dans ta prépa physique ou en Hum. kiné, c'est mort, quoi. Et cette restitution que tu parles pour la fin de semaine, donc proche du match, c'est aussi une façon de gérer le mental, de mettre en confiance l'athlète. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais. Mais c'est qui tout double en fait? Parce que Michel Dufour, tu sais, qui est un auteur français qui avait fait des super livres sur les diamants neuromusculaires. En fait, la pliométrie, proche d'un match, J-2, J-1, si tu te trompes ne serait-ce que d'une série, deux séries ou de cinq, six répétitions, ça peut avoir totalement l'effet inverse, tu vois. Et ça peut avoir un effet potentialisateur comme un effet destructeur. Donc quand je dis destructeur, c'est un effet de fatigue, de jambes lourdes, de courbature et tout. Et donc c'est pour ça que la pliométrie, proche du match, elle peut se faire verticale, de jambes, une jambe ou quoi, mais il faut qu'elle soit très très bien quantifiée. Et c'est ça, au fait, un des pièges de la pliométrie. Tu vois, là, on est parti sur la plio, mais c'est un des trucs les plus complexes à programmer, ouais. Donc, tu réduis le volume au Ouais, ouais, bien maximum en sûr. fait, Faut être proche du hyper match. qualitatif, tu vois. Il faut qu'il n'y ait pas de fatigue générée, hyper qualitatif et que la tête, il se sente exploser et voler, tu vois. Et qu'il se sente pas non plus accumulé. Et qu'il ne sente pas vraiment ses jambes ou son haut du corps courbaturé et pas bien, tu vois. Oui, tu Et révises au- juste le mouvement. T'es pas là pour progresser dessus, Ouais, en limite, fait. tu es en mode test, tu vois. C'est... T'es en mode test. Tu- Hum. Par exemple, c'est un un rappel. CMJ sur OptoJump, tapis de Bosco, plateforme de force, Kinvent, ce que tu veux, on peut te faire de la pub, on s'en fout. Mais eh bien, tu vas peut-être sur être un 3 fois un ou 4 fois 2, tu vois, la veille de match ou l'avant-veille. Mais maximum, tu vois. Alors qu'en début de semaine, le mardi, comme on l'a dit, tu peux te faire série 5 en atterrissage, 3 séries de 2 ou 3 séries de 3 en broad jump, 3 séries de 4 en CMJ, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux mettre plus de volume déjà. Mais là, je te donne juste un exemple, hein. Mais voilà, après, ça se fait de manière linéaire et sur 4, 6, 8, 10 semaines, quoi.
Et de la même façon, est-ce que tu pourrais donner des idées de programmation ou d'entraînement pour quelqu'un qui voudrait gagner en vitesse euh, En vitesse quoi? sur sa Vitesse programmation pour la semaine? gestuelle, mécanique? Horizontale. Sur du sprint, Ouais, donc pardon. le démarrage ou l'accélération? Je suis chiant, mais ouais. Oui. Démarrage. Démarrage. Genre des conseils de programmation, tu veux dire? Ouais, bah pour dans la semaine. C'est plus pour illustrer, tu vois, comme ça, Mais tu vois, parce que là, on a fait sur la détente verticale. le démarrage, entre guillemets, c'est intéressant. Tu vois, quand on pense au mot démarrer, je sais pas vous, les gars, mais moi, ça me fait penser à une clé dans le contact quand tu démarres la voiture, un coup de feu, un Mm. pétard, un bruit fort, tu vois. Et en fait, le mot démarrage, c'est passer de 0 à 1 ou de 0 à 100, tu vois, en un minimum de temps. Et en gros, démarrage, c'est explosivité ou force explosive. Ou, ce que vous connaissez aussi comme concept, la RFD, Rate of Force Development. Et en gros, ben, ça dépend si les gens qui nous écoutent, ils vont être plutôt au niveau avancé, élite, ou plutôt au niveau débutant. Mais en gros, ce qui marche bien quand tu veux développer tes deux, trois premiers appuis, tu vois, ton démarrage, tes 10 mètres de course, tes 10 premiers mètres, ce qui marche bien, c'est le travail en concentrique pur, tu vois. Développer couché concentrique, le hip thrust, enfin, le hip bridge, départ déjà de step, donc où tu as une amplitude partielle, tu pousses juste avec les hanches. Le soulevé de terre concentrique, départ de rack pull, ou le trap bar deadlift, mais un peu surélevé. Le squat à amplitude partielle concentrique lourd, tu vois. Ce qui marche bien, c'est ça. Par exemple, après, il y a plein d'autres méthodes, mais pour te donner un exemple, quoi. Le travail unilatéral, il marche très très bien parce que on sait très bien qu'en démarrage, un sprint, une projection, un duel, elle se fait toujours, enfin très très souvent de manière appui décalé, tu vois. Donc, ce qui va super bien marcher aussi, c'est le travail unilatéral en split au bas du corps, tu vois. Donc voilà, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que sur Intéressant. la fin de la semaine, donc proche du match, tu préconises du concentrique, du schéma de poussée, des amplitudes articulaires courtes. Et en t'écoutant sur ça, quand t'exposais ça, je trouvais ça intéressant dans le fait de restituer, de mettre en confiance les gars, de venir mettre de l'intensité avec très peu de volume. Mais finalement, dans leur gestuelle sportive, est-ce c'est pas que du concentrique en fait, ils vont toujours avoir du changement de direction, qui va avoir beaucoup d'excentrique, de pliométrie. Comment tu t'envisages tout ça? En fait, la partie, ouais, si on prend l'exemple du changement de direction, tu vois, c'est une bonne question. Proche du match, tu vois, le fait de bosser, donc par exemple, départ à un pied, et tu vas faire un jump, un crossover side, tout ça. Donc, je suis sur un pied, tu vois, j'ai le pied qui est décollé, je vais pousser latéralement et revenir. Tu vois, ça, tu peux le faire proche du match. Par contre, loin du match, tu aurais peut-être fait la même chose, mais avec deux, trois pas chassés avant, ton appui latéral et après un saut sur box. Tu vois, j'ai une connerie. Mais ça peut être un enchaînement de tâches et où là, tu as l'excentrique, le concentrique et donc le pliométrique, tu vois. Mais par contre, proche du match, tu peux juste bosser ce qu'on appelle en puissance ou en concentrique pur. Tu vois, c'est parce que tu restes qualitatif, tu restes frais, t'as pas de fatigue et le joueur, il va sentir vraiment toute la contraction et la puissance ou l'explosivité qu'il va mettre. Et ça peut lui donner confiance si c'est bien fait, tu vois. C'est des micro détails, tu vois, mais qui, au bout d'une année ou d'un truc comme ça, ça fait la diff, quoi. Et en termes d'évaluation, est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de s'équiper d'une technologie, un accéléromètre ou télécharger l'application du profil force vitesse, peut-être celle du saut vertical qui est plus facile à mettre en place que celle du sprint ou que- comment t'envisagerais ce conseil-là? Ben, je dirais, ça dépend tout simplement de ce que veut la personne, tu vois, qui nous écoute. Si elle veut juste aller faire son sport tranquille et qu'on lui prenne pas la tête et juste faire un peu de musculation et tout, ça sert complètement à rien, tu vois. Déjà, avec le paramètre enfin, tous les paramètres qui existent, tu vois, déjà avec le maîtriser bien les tempos, les récup, l'ordre des exos, le choix de méthode et tout, il y a déjà énorme travail à faire. Mais si après la personne, elle veut plutôt être un kiné hyper compétent et qui touche un peu la prépa physique, un prépa physique très compétent et avancé, un coach sportif, tu vois, ben là peut-être que oui, ça peut être intéressant que la personne s'achète un accéléromètre, un capteur de force euh, et d'autres outils de technologie, tu vois, pour tester sur elle, puis après ses clients et ses patients, quoi. Et c'est vrai que tu reviens beaucoup sur le concept de variabilité de l'exercice dans ta séance. Du coup, tu choisis des méthodes d'entraînement, que ce soit contraste de charge, méthode bulgare ou peu importe
peu importe la méthode. Et quel est l'avantage que tu retires en fait? C'est de casser la monotonie, de travailler le même pattern de mouvement sous différentes stimulations. Comment Ouais, tu vois tu ça? vois, que ce soit sur terrain, quand on fait spécifique handball en prépa physique ou quand on fait du travail de course, de vitesse, d'appui, ce qu'on veut, ou en muscu, euh, loin d'un match en général, ce que j'essaie de faire, c'est comment je peux te l'expliquer ça, putain, c'est pas évident. Vas-y, repose-moi ta question avec les mots-clés de la fin là. Ouais, c'est plus la Ouais, variabilité qui est importante dans ta façon de voir l'entraînement. Tu changes de mode d'entraînement. ouais, Tu viens rajouter, je sais pas, sur un je les ai. squat, au lieu de faire le squat lourd, tu vas avoir plusieurs Eh ben, variantes. ça, tu vois, enfin, loin d'un match, on va être plutôt sur un exercice à la fois, un exercice ou deux par bloc grand max, tu vois. Donc, avec des exos fondamentaux. Par exemple, le lundi ou le mardi, si on veut bosser le pattern du squat, on va bosser le squat. Et proche du match, on va peut-être bosser dans le même bloc ou enchaîner. On va peut-être bosser un Zercher squat avec un Goalbed squat ou un front squat enchaîné avec un step up. Tu vois, j'ai une connerie. Et là, ce sont des variantes d'assistance, tu vois, qui sont la variante de ce qu'on a fait le début de semaine avec le mouvement fondamental de base. Et proche du match avec un, deux ou trois exercices enchaînés. Tu vois, tandis que loin du match, on va faire justement un ou deux grands max exos enchaînés. En fait, proche du match, j'utilise beaucoup du contraste de charge, oui, donc du French contrast. Et par contre, la méthode bulgare qui est complètement différente. La méthode bulgare, c'est plutôt des ratchet waves, des waves 3-2-1, 3-2-1, 6-4-2, 6-4-2, 5x1, 6x1, 3x2, etc. Ça, plutôt loin du match. Quand c'est des mouvements fondamentaux, lourds, polyarticulaires, qui demandent de la qualité d'exécution. Et proche du match, plutôt des exercices. Je dis une connerie, hein. Ça peut être du front squat enchaîné avec du CMJ et enchaîné avec du saut délesté avec l'élastique, tu vois, qui vient d'en haut. C'est une connerie, tu vois. Et en gros, tu as trois patterns verticales. Tu as un pattern de puissance force, un pattern de puissance en plio, enfin, de puissance à dominante, enfin, qui se veut être pliométrique, et tu as un travail de balistique ou délestage, quoi. Tu vois, tu as les trois composantes verticales. Et quand tu parles de fresh contrast, qu'est-ce que tu entends par là? C'est vraiment du contraste de qualité, c'est l'excellence à la En française? fait, ouais, c'est une bonne question et que j'aborde souvent et qu'on me demande souvent. On fait l'énorme erreur enfin, en pensant que la méthode bulgare, c'est du lourd léger. En fait, la méthode bulgare, c'est pas du tout ça. C'est juste que Gilles Cometti, dans les années 90-2000, il a popularisé, en fait, cette méthode bulgare-là, et plein de gens se l'ont approprié comme étant du lourd léger. Mais en fait, le French contrast, c'est du lourd léger. Donc, par exemple, tu fais squat lourd avec du CMJ, ça, c'est du lourd léger. Ça, c'est du lourd léger, donc du French contrast. Mais la méthode bulgare, la vraie méthode bulgare, c'est des méthodes par vague. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Donc 3 reps, 2 reps, 1 rep, 3 reps, 2 reps, 1 rep, 3 reps, 2 reps, 1 rep. 6-4-2, 6-4-2, 6-4-2, 7-5-3, 7-5-3, 7-5-3. Ça, c'est les vraies méthodes bulgares par wave ou ramping, c'est-à-dire par ramp, si tu veux. Mais le French contrast, c'est pas la méthode bulgare, tu vois. Et on le confond souvent. Pour finir sur sur la dernière partie, Pierre, je pense qu'on peut passer sur la notion d'athlète hybride. Donc c'est très à la Grave. mode, on entend à toutes les sauces. Toi, avec ton expérience du haut niveau sur tes athlètes, est-ce que tu vois cet athlète hybride, tu vois une version sur la santé? Est-ce que tu vois aussi son après-carrière? Et comment tu définirais finalement l'athlète hybride? Ouais, tu vois, le mot hybride, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai entendu. Je ne connaissais pas du tout avant ce mot-là. Et quand on me demandait, Max, pourquoi tu t'entraînes sur plein de trucs, je disais, je veux être complet. Tu sais, comme on peut dire, je veux être complet, je veux savoir plein de trucs ou apprendre plein de trucs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le terme hybride qui est arrivé. C'est pas que je le trouve nul ou bien, peu importe, mais c'est vrai qu'il a toutes les sauces, comme tu as dit. Et pour moi, être quelqu'un d'hybride, c'est savoir tout faire, oui, mais savoir tout faire bien. Et malheureusement, il y en a qui se disent hybrides parce que j'ai une connerie, parce qu'ils arrivent à faire un handstand contre le mur ou à tenir 10 secondes en handstand, du coup ils se disent hybride dans la gymnastique, mais enfin, tu vois, c'est très très loin du compte. Donc athlète hybride, oui, mais normalement le terme hybride, il intervient que quand tu as atteint un certain niveau, tu vois, ou certaines compétences dans des qualités physiques, ou qualités physiques, psychologiques, peu importe ce qu'on veut. Mais donc l'athlète hybride, pour moi, c'est un de mes objectifs de vie, enfin tu vois.
Toi, tu préfères Ouais, voilà, polyvalent. polyvalent, Si j'ai ça me compris, je parle crois que tu mieux, aimes bien ouais. le terme Polyvalent, ça me polyvalent. parle plus parce que ça fait moins à la mode, comme tu dis. Mais ouais, polyvalent, ça me parle plus. Et c'est vrai que c'est ça que j'essaie d'incarner ou d'apprendre, enfin pas d'apprendre, mais de transmettre du moins aux gens que j'entraîne, c'est que il faut essayer de donner du sens à tout ce que tu fais, comprendre pourquoi tu fais telle méthode ou tel exercice et que ça va te servir dans, peut-être pas dans une semaine ou deux, mais peut-être dans 2, 3 ans, 5 ans, dans ta longévité, pour tes douleurs, pour ton niveau d'énergie, pour ta clarté d'esprit, tu vois, il y a plein plein de trucs, quoi. Et il n'y a pas que la muscu, tu vois, c'est aussi pour tout le lifestyle, tu vois, pour ta nutrition, ton sommeil, ton entraînement invisible, ton spiritisme, enfin bref, il y a plein de trucs, quoi. Et c'est vrai que tu parles souvent du versant éducatif, hein, donc tu viens donner de l'éducation à tes athlètes et aux gens qui t'entourent. Quelles seraient les règles de l'athlète polyvalent? Qu'est-ce que tu conseilles? Euh, Qu'est-ce que je conseille? C'est pas forcément des. Et c'est pas ce que tu cherches à titre Moi, perso, perso, ouais, bien Max? sûr. Ouais, perso, bien sûr. En fait, plus j'avance dans ma vie, Comment on fait ouais, pour être Max, non, du mais coup? plus j'avance dans ma vie, plus j'essaie d'être ouvert d'esprit, tu vois. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très peu tolérant, hyper exigeant avec tout le monde, et avec moi, forcément, très restrictif, tu vois. Limite têtu. Et plus j'avance dans la vie, et plus j'essaie d'être détaché, d'être sage, tu vois, d'être tolérant, accueillant, tout ça. Et ça, je pense que ça passe juste par un travail personnel d'introspection, de connaissance de soi, de voyage aussi, parce que les voyages, tu vois, t'es au Sri Lanka, c'est une bonne métaphore. C'est une bonne analyse. Le fait de voyager, je trouve qu'il y a rien de mieux pour évoluer personnellement et s'ouvrir l'esprit, quoi. Et donc, j'essaie déjà de le faire sur moi, puis après de le transmettre aux autres à mon échelle. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir plus polyvalent, plus hybride ou quoi? Ouais, Faut c'est être la curieux, non? curiosité, c'est ouais, Curieux c'est la de curiosité, c'est l'ouverture et d'esprit, faut s'émerveiller c'est aussi ça, de ce corps humain, exactement. quoi. C'est vraiment important de se rendre compte qu'on a Et une surtout de te machine dire que incroyable. tu ne sais, enfin, plus j'avance en fait, et plus je me dis que je sais rien, alors que quand j'avais 20, 22, 23 ans, tu sais, je suis un peu hautain, t'as un peu la grosse tête entre guillemets, tu sais, tu penses tout savoir et tout, mais en fait, plus j'avance et plus je suis résilient, sage et plus je m'ouvre et j'apprends des autres, tu vois. Donc ça aussi, c'est le but, quoi. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup, la polyvalence, on finit Ouais. par se perdre parce que forcément, de vouloir être, comme tu disais, est-ce que si pour toi être hybride, c'est être nul partout, parce que tu peux pas être fort à la C'est fois en clair. natation, en course à pied, en cyclisme, en haltéro et en gymnastique, Mais t'as, c'est le les crossfitters pro, c'est juste des ouais, ovnis. Je pense même pas qu'on puisse les prendre grave. en exemple parce que ça correspond pas à une réalité de terrain Ouais. de Mais 99% je des pense gens, qu'il quoi. faut, Mais être hybride, est-ce que c'est pas être ouais, discipliné finalement? discipliner et Est-ce que avec ce c'est que t'aimes. pas se mettre une Exactement. rigueur? Avec ce que t'aimes. Tu vois, on parle d'hybride. Moi, je veux être hybride, mais en natation, je suis nul. En vélo, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, la course à pied, j'ai toujours couru, tu vois. L'athlétisme, l'haltéro, le crossfit aussi. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Mais je veux pas être hybride en T'as fait des natation, en choix. vélo, en badminton, en tennis. Tu vois, je suis une brêle. Donc, je veux pas m'intéresser à ça. Tu vois, je veux vraiment Ah rester, je veux ouais. être hybride, mais dans mes compétences et dans ce qui me passionne, en fait, dans ce que j'aime, quoi. Tu vois. Est-ce que pour le coup, il faudrait pas évoluer par Ouais. cycle où tu te dis, là, je suis obligé de me focus course à pied pour progresser en course à pied. Et après, une fois que j'ai atteint un certain niveau, après, je Ouais. ferai du maintien et je ferai un autre cycle de, je sais pas, Ouais. pour de l'haltéro, où là, je vais pouvoir progresser et bosser sur la technique d'haltéro, où je prends un coach, par exemple, ou je sais Carrément. pas, hein, mais c'est toujours très vaste comme question. Mais est-ce que tu le verrais plus comme ça pour pouvoir être effectivement polyvalent, d'évoluer par cycle, que se dire, moi, toutes les semaines, je travaille une fois l'haltéro, une fois la course à pied. Ensuite, je fais une fois, je vais au CrossFit et Fais du une autre fois, yoga. je fais du yoga. Ouais, grave. Et au final, t'as pas assez de Carrément, non, je suis fréquence. plus d'accord avec toi sur l'option 1, ouais. Sur ça, parce que en parlant de l'option 2 là, de faire tout chaque semaine, c'est-à-dire que tu fais des pratiques sportives différentes chaque semaine, des modes d'entraînement différents chaque semaine, tu crées des stimuli, des stress, des adaptations ou pas chaque semaine, tu vois. Au bout d'un moment, t'exploses. Et c'est sûr que moi, je suis plus pour, tu vois, mon rêve, c'est d'apprendre à jouer du piano, de la guitare, faire le Rubik's Cube en un temps record. Et pour l'instant, j'ai pas le temps.
Tu vois, j'ai pas pris le temps et j'ai pas eu le temps. C'est pas mes priorités. Donc ça, je veux le faire, mais c'est pas pour maintenant. Là, pour maintenant, j'ai envie de réapprendre le skateboard parce que je faisais du skate quand j'étais petit. Je sais plus trop en faire. Donc, tu vois, j'ai envie de réapprendre le skateboard. J'ai envie de me perfectionner encore en gym, de progresser parce que la gymnastique, j'en fais depuis 4-5 ans tout seul. J'ai envie de me perfectionner en street workout. J'ai envie de me perfectionner, tu vois, comme on a dit au début du podcast, en mode bodybuilder, en bodybuilding, en culturiste, tu vois. Donc, choisir vraiment juste trois, quatre choses et tu peux changer tous les deux, trois mois, tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, tout faire en même temps, ça me paraît compliqué. Ouais. Oui, c'est de clarifier Ah ouais, tes objectifs et de les prioriser grave. par hiérarchie, quoi. Je trouve ça intéressant. J'ai écouté, peut-être ça te parle, Ouais, Bazinga, qui pour le coup, lui, ça fait vraiment, il dit ouais. hybride, mais on va dire complet ici, parce que ça fait des dips lestés, c'est des tractions lestées. Il a des performances athlétiques qui sont assez impressionnantes. Et derrière, ça fait des Ironman. Et lui, ce qu'il disait, c'est que il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire en travail de force et pas d'altéro, mais ou en travail de force globalement. Maintenant, il fait juste du maintien. Il a réduit vachement son volume d'entraînement là-dessus. Il fait peut-être 1, 2 séances par semaine. Je Ouais, ne vais ouais. pas m'avancer sur ce qu'il fait, mais et j'ai l'impression que maintenant, il fait du maintien pour maintenir un niveau qui lui paraît correct, avec le minimum d'efforts et pour pouvoir mettre tout le volume d'entraînement sur le développement de son endurance, parce qu'il Ah faut ouais, du tu volume hein, pour focalises. faire un Tu Ironman. focalises sur deux, trois targets grand max, ouais, grave. Et Et, après, tu peux faire. et ça me Bah ouais, c'est semblait ça, hein. malin Tu de peux en faire fait ça. garder des accroches, des Mm. rappels, tu vois, un petit rappel de force une fois dans la semaine, un petit rappel de muscu si tu veux. Mais si son but à base, c'est de faire les Ironman, là, comme je suis en train de voir qu'il fait des fois, eh ben ouais, il faut qu'il focus sur ça, bien entendu, il faut qu'il mette la dominante sur ça. Mais après, ça lui empêche pas de refaire 2 séances de yoga par semaine, de faire une séance de force, tu vois ce que je veux dire? Donc, faut juste prioriser. Comme l'a dit Vincent tout à l'heure, faut prioriser, mais 2, 3, 4 targets grand max par cycle, c'est la base. Après, franchement, après, on s'éparpille. Et on s'éparpille d'autant plus si tu mets des méthodologies ondulatoires polarisées, que tu es avancé là-dedans, que tu veux tout traquer. Enfin, c'est un bordel. Et j'avais vu, pour rester sur cette histoire d'hybride, qu'il fallait que un dixième du volume d'entraînement pour juste maintenir son niveau. Ouais. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec cet ordre de grandeur? On peut toujours dire un huitième, je sais pas, mais est-ce que se dire que quand je suis en vacances et de faire un dixième des séries qu'il me faut normalement pour pouvoir progresser, pour maintenir, est-ce que ça te paraît Ouais, juste par c'est ce qu'on exemple appelle le micro, c'est le de voir ça? microdosing. Microdosing, c'est ça. On est comme un peu des chimistes, tu vois. T'as toutes tes, je sais pas qu'on appelle l'espèce de, les tubes à essai, tu sais. On a tous nos tubes à essai là. On a le grand récipient devant, on a la marmite. Et ben, tu vas rajouter une goutte de ça, trois gouttes de ça, cinq gouttes de ça, une goutte de ça, tu vois. Et le tout, c'est d'arriver à bien doser. Et du coup, c'est ça le microdosing. C'est des fois, tu fais des rappels de d'une qualité physique ou d'un objectif ou quoi, et qui va te permettre toujours de garder cette capacité. Tu vois, j'ai une connerie. Si tu veux apprendre à faire le Rubik's Cube, tu vois, ou par exemple, attends, je te prends un exemple. La lecture rapide. J'ai appris la lecture rapide, moi, il y a très longtemps. Du coup, parce que je lis toujours un livre par semaine ou un livre toutes les 2 semaines depuis que j'ai 18 ans. Donc, je me suis dit, j'ai appris la lecture rapide. Et la lecture rapide, maintenant, je m'en sers plus. Je suis un peu revenu sur une lecture traditionnelle, tu vois, mais des fois, quand j'ai un peu moins de temps ou que je suis dans le rush, boum, je reviens sur une petite session de lecture rapide. Tu vois, j'ai des potes qui ont appris le Rubik's Cube. Moi, j'ai envie d'apprendre ça et de le faire à fond et bien. Eh ben, Ça fait ouais, t'as vu. travail sur Rubik's Cube, hein. Et Ouais. ça, tu vois, ils ont focus peut-être pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois dessus. Et maintenant, ils vont juste refaire une petite session de Rubik's Cube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu vois. Mais pourtant, ils vont encore savoir le faire. Parce que ça reste en mémoire, quoi. Mm. Et la transition est toute trouvée pour te laisser à tes autres occupations. Quelle lecture tu nous proposes? Alors, qu'est-ce qui t'a marqué? Ça peut être un livre, ça peut être aussi un podcast, un média. Je t'avoue que je suis pas très bon, tout ce qui est télé, médias, trucs comme ça. J'ai pas une grande culture là-dessus. Ouais, Télé, on oublie, ouais, hein. donc, et même film, enfin bref, tout ce qui est télé. Euh, Mais qu'est-ce Des qui t'a livres inspiré? surtout, des livres, par exemple, je lis beaucoup de trucs sur le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat, forcément, j'ai trois quarts de mes livres, c'est ça, il faut savoir chez moi, et un quart à peine, et encore, c'est de l'entraînement et la prépa physique. Mais le livre de Jack Canfield, je crois que c'est les 100 ou les 60, je sais plus, les 60 lois du succès ou les 100 lois du succès, peu importe. En fait, il aborde chaque valeur et chaque principe de la vie, et il fait une page ou deux sur ça. Et en gros, t'as, je sais pas moi, discipline, résilience, passion, cœur,
enthousiasme, vision, enfin bref, c'est tous les mots-clés. Et il détaille là-dessus, il donne des exemples concrets, etc. Le livre, il fait 600 pages. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a changé la vie, qui m'a aidé. Après, il y en a plein, mais c'est plus côté entrepreneuriat, quoi. Ok. Parfait. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Max, Max, d'être plaisir, venu. Merci, ouais. On va pas te mettre à la bourre. Ça, bon, bah, C'était cool. super. On s'est régalé. Content. J'espère que ça C'était très ça dense. Et, passera bientôt. Puis, de toute façon, vous nous dites tout et puis on pourra faire des vidéos ensemble avec plaisir. Ouais. ouais. Génial. Bah, franchement, t'as été 1000% Trop bien. validé, hein. Ça y est, C'est hein. ça. Mais ça prouve encore une fois que les podcasts, en fait, il nous faut 2 Ouais, heures, de ouf. Max. C'est Et vrai. ouais, on est... On l'a joué Ah, courte. c'est On l'a sûr. joué courte. Mais Voilà, tu je vois, vais un courte. podcast, c'est un format de toute façon qui, nous, on s'y est introduit dans le podcast en 2017-2018 avec la création d'une grosse plateforme et tout, qui aujourd'hui, on est en maintenance depuis 1 mois ou 2, mais je veux dire, le podcast, ça prend une ampleur de ouf, tout le monde en fait, et ce qui marche le mieux, c'est les podcasts, forcément, les podcasts capsules entre 30 et 50 minutes, mais quand tu arrives à capter des gens pendant 2 heures, si comme le fait, je sais pas si vous connaissez le podcast Sans Permission de Oussama Amar, Yomi Denzel et Antoine Blanco, comme le fait le podcast de Guillaume Play avec Legend, tu vois. En fait, quand tu arrives ou de Sean Seal, tu vois, dans Upside Ah ouais. Strengths, ou d'autres collègues qu'on a en commun, ou Rudy Koya, quand tu arrives à capter les gens pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, franchement, tu ressors de là, c'est des mines d'or, souvent, les trucs, tu vois. Donc, bravo, les gars, en tout cas, merci. On est d'accord. Bah, merci à toi, Max. Et, Merci et pour puis le à la partage, prochaine. Max. On reste en contact sur les réseaux. À Écrivez-moi la pour prochaine. vos réseaux, parce que moi, je crois que j'ai Ouais, que le bien sûr. réseau de PAMS et Tu- votre réseau 1000%, mais encore, je suis même pas sûr. Tu peux 1000%. faire la pub de ton réseau d'ailleurs, hein. Non, c'est Fais bon, un peu de t'inquiète. pub, Vas-y. là. C'est le Ah seul oui. moment là pour finir. Ah, mais Ah, pour qu'on ok, te oui. retrouve, Si. c'est Eh c'est oui. Les essentiel. gens, ouais, Bah du oui. coup, ils veulent me retrouver sur Instagram. Forcément, il y a l'Instagram Max Altenhoven. Donc, mon nom, il est assez compliqué. Donc, Altenhoven. Et après, vous avez mon site web, maxaltenhoven.com, où il y a toutes les formations en ligne, les programmes, les protocoles, les process. Enfin, voilà, il y a une énorme boutique là-dessus. Et voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on C'est n'est déjà pas allé top. sur le plan Ouais, c'est pas grave. entrepreneur, que t'as 10 000 projets à la C'est ça. seconde et Bon, trop bien. c'est incroyable. On pourra en refaire un, les gars. Bon, merci Max, Max. merci À la beaucoup. prochaine. On- Salut. les Allez, gars. ciao à Ciao. tous.